2 novembre 2024, un audio qui sera consacré à 3 points principaux qui vont nous permettre de lancer le week-end de manière studieuse. Donc on aura un premier point sur le contexte électoral américain, le contexte sécuritaire au niveau international. Un deuxième point qui va concerner les arrestations en cours, qui sera spécialement dédicacé à ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'arrestation et qu'il ne se passe rien et qui peuvent rester couchés dans le brouillard intellectuel dans lequel ils mijotent depuis tant d'années. Et en final, un dernier point qui sera consacré au brouillard de la guerre. Alors, on est à 3 jours des élections américaines. On peut discerner ce qui pourrait être la première phase du plan, qui pourrait être mis en place grâce notamment au communiqué des différents États comme la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et d'autres États qui annoncent qu'il leur faudra plusieurs jours avant de pouvoir donner les résultats attendus. Avec en toile de fond déjà de nombreux témoignages qui évoquent des fraudes massives, par exemple la présence d'électeurs non anglophones passant devant les files d'attente pour voter, ce qui semble assez théâtral et pour moi trop visible pour que ce ne soit pas organisé par l'Alliance, un peu comme les hommes du FBI le 6 janvier 2021 qui avaient été tous habillés pareil, portaient les mêmes lunettes, avaient tous la même coupe de cheveux et étaient tous rassemblés au même endroit, comme si certains tenaient absolument à ce qu'ils soient vus pour démontrer en fait qu'on avait, durant cette journée historique du 6 janvier au Capitole, à Washington, une manipulation intégrale tentée par le FBI. Tout ça pour dire que nous regardons bien un film. Enjoy the show. Donc le 5 novembre pourrait être marqué par des tensions, de la confusion aux États-Unis, avec un contexte international qui pourrait ressembler à un début de Troisième Guerre mondiale. Toujours ce modèle, le playbook de La somme de toutes les peurs de Tom Clancy, où on a une montée en pression au niveau international qui amène en fait les différents protagonistes au bord de la Troisième Guerre mondiale. Et au dernier moment, on a un démantèlement des fauteurs de guerre, enfin du Deep State, qui amène en fait à la justice et à l'exécution des criminels qui se nourrissaient des guerres en fait. Donc ça résonne évidemment particulièrement euh, à notre époque. On a une déclaration du ministre des Affaires étrangères, Lavrov, hier, vendredi 1er novembre, disant que la Russie et les États-Unis étaient proches d'un conflit armé. On a également des services de renseignement américains militaires qui évoquent la possibilité d'une attaque iranienne contre Israël avant l'élection américaine. Cette attaque qui pourrait impliquer à la fois les milices irakiennes, le Hezbollah, les Houthis et l'armée syrienne. Je rappelle que l'Iran est soutenu par la Russie, qui a d'ailleurs reçu de l'armement iranien qui a été utilisé hier, notamment des drones, contre Kiev. Et Israël étant soutenu, je dirais pour le spectacle, par les États-Unis. À ce propos, je pense que les déclarations pro-Israël du général Flynn s'inscrivent dans une manœuvre de désinformation ciblant d'abord l'État hébreu et visant à conserver, je dirais, une homogénéité des troupes républicaines avant d'aborder la séquence finale, avant d'aborder un enchaînement d'événements historiques. Alors je rappelle que durant les derniers jours, on a eu la Russie qui a effectué des tirs, ou plutôt des exercices pour être précis, de frappe nucléaire le 29 octobre. La Corée du Nord qui a, elle, lancé un missile Hwasong 19, un missile donc ICBM, c'est Intercontinental Ballistic Missile, le 31 octobre. Et on vient d'avoir un message NOTAM, c'est-à-dire l'US Air Force, qui vient d'annoncer qu'elle procédera à des tirs ou des tests de missiles balistiques intercontinentaux du 6 au 10 novembre. Donc on pourrait avoir en fait un scénario de tension, de contestation de l'élection, avec possiblement des attaques terroristes ou des émeutes qui pourraient s'étaler donc du 5 novembre au 6 janvier 2025, puisque le 6 janvier 2025, c'est le jour
auquel doit être certifiée l'élection. L'objectif étant d'officialiser le besoin du recours à l'armée pour officialiser le démantèlement de l'État profond au niveau mondial. Je pense qu'au niveau de la France, on pourrait avoir un scénario qui ressemble au scénario américain, puisque on a là des événements à Poitiers notamment, où on a des affrontements qui réunissent 600 personnes. Dès lors qu'on a des affrontements avec des gens armés, avec des centaines de personnes, on n'est plus dans un schéma de maintien de l'ordre au niveau police ou gendarmerie. On doit basculer sur du maintien de l'ordre assuré par l'armée. Et on doit imposer l'état d'urgence. Avec cette petite musique aux États-Unis ou en France qui dit que l'armée est le seul recours. Au niveau de la chronique judiciaire, pour la libération des enfants, on a eu, donc je le rappelle, en septembre dernier, on a eu une grosse opération des US Marshals qui avait permis de ramener 32 enfants à leur maison. Une opération qui s'était déroulée dans l'Ohio. Là, on n'avait pas eu d'annonce d'arrestation, mais c'est resté classifié, je pense, puisqu'il a seulement été évoqué le fait que 32 enfants avaient été libérés. Je rappelle que le 17 octobre, on avait eu 150 personnes arrêtées en Floride lors du démantèlement d'un réseau de trafic d'êtres humains, avec notamment des personnes qui travaillaient à Disneyland. Et là, on vient d'avoir l'annonce de la clôture d'une grande opération qui s'est déroulée dans 22 États contre des prédateurs sexuels qui a permis de procéder, donc là, tenez-vous bien, à 331 arrestations. Opération qui avait été lancée pendant la période d'Halloween, donc je pense que c'est des réseaux satanistes qui ont pu être ciblés lors de cette opération. Puisque la période d'Halloween, pour ceux qui ne savent pas, est souvent une date du calendrier qui est utilisée malheureusement pour procéder à des rituels sataniques, notamment avec des sacrifices d'enfants. Donc si je fais le bilan en 15 jours, on a eu 488 arrestations annoncées. En intégrant l'idée qu'il est possible que ces arrestations soient beaucoup plus nombreuses en termes de résultats, mais qu'elles soient en partie classifiées, quoi. Alors, dernier point, ce que j'appelle le brouillard de la guerre, c'est-à-dire que, comme je le répète, d'une part, je pense qu'il y a à peu près 10 personnes au monde qui connaissent le plan dans ses moindres détails. Ensuite, on a un plan qui est toujours constitué de plusieurs options. Hein, vous n'avez pas un plan complètement linéaire avec qui est imposé comme ça. Il ne faut jamais oublier cette formule qui est particulièrement vraie. Et là, c'est quelqu'un qui a participé à des combats qui vous le dit. Un plan ne résiste pas à la première minute d'engagement. C'est-à-dire que quand vous faites un plan tranquillement dans votre bureau et que vous le mettez après en œuvre sur le terrain, vous avez un ennemi en face qui lui-même a son plan, qui lui-même réagit à vos prises de décision, et vous avez comme ça un besoin d'être capable de réagir en temps réel et de réajuster votre plan et de même de changer de plan ou alors d'actionner plusieurs options différentes en fonction des circonstances. Cette formule dans l'armée, c'est le terrain qui commande. Le terrain, c'est-à-dire la réalité du terrain, du combat. C'est pas le plan que vous aviez prévu il y a une semaine, qui est déjà périmé, qui est déjà dans la poubelle, qui est déjà oublié de tout le monde d'ailleurs. Tout l'état-major a oublié ce plan. Tout l'état-major est concentré sur la carte et à voir ce qui se passe. Et à essayer de deviner ce qui se passe. Parce qu'on ne voit pas toujours ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. J'en profite aussi pour, petite parenthèse, pour mettre en garde les gens qui vous disent moi j'étais en Afghanistan, donc c'est moi qui connais la vérité. Moi j'étais en Afghanistan, j'ai certaines certitudes, mais je ne suis pas non plus le spécialiste de la guerre en Afghanistan. Alors je pourrais très bien surfer sur l'idée que voilà, j'ai fait partie des forces spéciales, et voilà, j'ai travaillé avec les Américains. Mais non,
Il y a sûrement des paramètres qui m'ont échappé durant cette guerre. Et de même, les gens qui vous disent je suis aux États-Unis donc je sais tout. C'est moi qui vais t'expliquer tout ce qui se passe. Ben non. Il faut penser à Stendhal, qui dans un de ses livres, alors je ne sais plus si c'est le rouge, le rouge et le noir ou la Chartreuse de Parme, il y a un personnage qui est à Waterloo et qui raconte en fait qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et effectivement, c'est ça. Une grande bataille, vous avez du mal à distinguer déjà qui est qui, qu'est-ce qui se passe. Vous êtes souvent soumis à beaucoup de bruit, beaucoup de stress, un effet tunnel. Si en plus vous perdez la maîtrise des événements, bah, vous vous mettez à subir et vous êtes des fois mal placé pour raconter ce qui s'est passé. Donc à la limite, un observateur, comme à la bataille de Gettysburg, il y avait beaucoup de civils qui regardaient la bataille de loin, peuvent, à mon sens, mieux comprendre les différents mouvements de la bataille plutôt que celui qui est en première ligne et qui va après pérorer en disant moi je vais vous expliquer la bataille parce que j'y étais. Donc il aura des informations importantes ou intéressantes à partager, mais c'est pas toujours ce type de personne qui sera capable d'expliquer clairement ou le plus précisément possible ce qui s'est passé. Donc le recours déposé par les frères Banson auprès de la Cour suprême, d'après quelqu'un comme Jane Halper Hayes qui a travaillé avec Trump dans le passé, qui a en plus une habilitation, donc elle a accès à certaines informations classifiées. Ce recours a été tranché par la Cour suprême en faveur des plaignants, ce qui du coup annulerait l'élection de 2020 et permettrait d'officialiser le fait que Donald Trump est le président en exercice. Donc il y aurait une NDA qui aurait été signée, c'est-à-dire que les frères Bronson se seraient engagés à ne pas communiquer sur ce résultat, pour l'instant, à la demande de l'armée américaine, pour ne pas gêner les opérations en cours. Donc en conclusion, si je peux donner une conclusion, qui sera aussi une sorte de conclusion de tous les audios que j'ai pu enregistrer, pour partager un peu mes impressions sur ce combat final apocalyptique au sens révélation du terme, c'est-à-dire, je le répète, j'aime le répéter, c'est l'apocalypse pour eux, c'est la révélation pour nous. Nous, les membres de l'Alliance, qui souhaitons libérer nos pays et libérer le monde des structures qui ont oppressé l'humanité depuis des siècles. Donc on a chaque minute qui nous rapproche d'un plongeon vers l'inconnu. Moi je pense qu'il faut appréhender les événements de manière sereine, car l'Alliance est complètement au contrôle. Et au-dessus de l'Alliance, on a Dieu qui évidemment contrôle encore mieux ce qui se passe et qui sait précisément ce dont nous avons besoin pour sortir victorieux, à la fois individuellement et collectivement. Après la libération, on aura une période qui va s'ouvrir où nous allons reconstruire notre monde et nous reconstruire. Je pense que cette phase a déjà complètement été anticipée par des hommes de foi et de confiance comme Robert Kennedy Jr., qui a déclaré hier ou avant-hier que depuis 19 ans, il se lève chaque matin pour prier pour les enfants qui ont été rendus malades par le complexe pharmaceutique. Donc voilà, c'est ces genres de chefs qui sont à la tête d'une coalition internationale qui entoure, qui conseille, qui sont des fidèles lieutenants du président Trump. Donc il faut avoir confiance dans ces chefs. Il faut prier. On arrive à un nouvel âge d'or, une période de paix mondiale. C'est des moments qui sont des moments historiques, évidemment, dans l'humanité. Nous sommes bénis d'assister à ces moments-là. On a une génération qui
si elle est du bon côté, doit se réjouir et doit prier pour la victoire, pour la libération et pour les enfants qui auront été libérés. Voilà, que Dieu vous garde. Fin de communication.